C'est bon, le micro est bien là, impeccable. Bonjour à tous. Moi je suis Nicolas Froment. Je remercie Marine pour sa présentation juste avant. Remettre les bases du marketing, c'est important, ça va compléter. Moi je vais plutôt appuyer sur un peu des bases du social selling et vous parler d'un courant que j'ai étudié pendant plusieurs années qui s'appelle le slow social selling, en opposition à d'autres pratiques du social selling. J'ai pas fait de présentation sur moi, j'irai tranquillement vous dire d'aller regarder mon profil sur LinkedIn, Nicolas Froment, de défendre en fait la vente et une vente plutôt éthique. Je vais commencer par une petite définition, vous la connaissez peut-être, en tout cas il y en a pas mal de définitions du social selling. Le social selling, c'est quoi ? Selon Loïc Simon, c'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre ou se vendre. J'aime beaucoup cette définition, je pense qu'elle résume beaucoup de choses, mais dans l'art et la manière, il y a beaucoup de pratiques différentes qui vont varier. Je vais insister sur une règle d'or. Une règle d'or, c'est de bien retenir trois règles de platine. Donc je vais vous... Je vais harmoniser en fait ma présentation sur trois règles, je trouve intéressantes. En fait, c'est un conseil précieux. Comme un métal, c'est du lourd. Les trois conseils que je vais vous donner, c'est le premier, c'est la première partie dont on va voir. En fait, il faut être un digitalisateur de sa relation commerciale. Déjà, on voit des termes. Qu'est-ce qu'il nous dit par digitalisateur ? Ça, vous allez comprendre un petit peu. La deuxième partie, c'est choisis ton camp. Et coup d'un soir ou belle histoire sur les réseaux sociaux. Et la troisième partie, c'est ne résume pas ta vision, ne limite pas ta vision à simplement rechercher des clients. C'est une erreur fondamentale en social selling. Pour cette première partie, je vais demander à Pascal Brault de venir parce qu'il a un petit truc à me donner, en tout cas à garder en main. On va faire un petit exercice. Qu'est-ce que tu m'as apporté, Pascal ? Tiens, on va regarder ensemble. Un sopalin. Ouais, ça, c'est pour te protéger les mains. Ah, et t'as un couteau et une fourchette. Ouais, exactement. Impec. T'as vu, on a presque la même veste. Super. Alors, vous avez un couteau et une fourchette. Alors, Pascal, quand il a commencé dans la vente, comme moi j'ai pu commencer dans la vente, nos générations, on n'avait que le couteau. Le couteau, en fait, c'est toute l'approche physique que l'on a. C'est-à-dire, on a été voir des clients, on frappait porte à porte, on allait visiter les clients, on pouvait recevoir des clients en magasin, on utilisait notre téléphone, on utilisait plein de choses. Et puis, il y a une chose qui est arrivée, c'est la fourchette. La fourchette, c'est il y a une vingtaine d'années, 25 ans, est arrivée toute la partie digitale. Les blogs, les sites internet, les réseaux sociaux. Facebook, ça a 20 ans. Vous savez ? Facebook, 20 ans. C'est-à-dire, il faut s'imaginer qu'avant, il n'y avait pas. Moi, j'ai une question à vous poser, en fait, c'est la suivante, c'est que pour bien améliorer votre relation commerciale, vous êtes plutôt couteau ou fourchette ? Alors, pour les gens qui nous regardent sur les différents réseaux sociaux de Monsieur Loïc Simon, on essaiera de faire une tendance, c'est un petit sondage. Si vous êtes comme Pascal, ou Pascal va aussi donner son avis, il va pouvoir lever la main, lui il pourra lever le couteau ou la fourchette. Vous avez le choix entre un seul outil, c'est-à-dire que si vous deviez vendre demain, améliorer votre relation commerciale pour vous nourrir, vous ne pourriez choisir qu'entre le couteau ou la fourchette. Levez la main ceux qui choisiraient le couteau. Ok, on a une boîte. Et la fourchette du coup ? Ah, bon, vous êtes au Social Selling Forum. Remarquez une chose, c'est qu'on est ici en chair et en os. C'est-à-dire qu'en étant ici aujourd'hui, on a plutôt le couteau. Donc, vous voyez, c'est super important. Alors, la moralité de la chose, c'est qu'on a, on va dire à peu près, c'est ça, hein, si tu as compté, Pascal ? Oui, j'ai compté. Hein. Totalement, oui, je suis d'accord. Tu as compté, là ? Okay. On a une majorité, une petite majorité, mais une majorité quand même de fourchettes. La moralité de la chose, c'est que le physique et le digital, c'est l'association des deux, c'est le figital.
Et en fait, l'approche, c'est qu'on peut manger seulement avec un couteau, on peut manger simplement avec une fourchette, mais c'est vachement mieux quand on a les deux. C'est vachement mieux quand on a les deux. Je sais pas ce qu'on mange midi, mais ouais, c'est Loïc. Ok. Donc, dans votre relation figitale, je dis bien figitale, eh ben, l'association des deux, c'est toujours plus pratique. Il y a 20 ans, on n'en avait qu'un d'outil. Maintenant, on en a deux. C'est vachement plus simple maintenant de le faire. Donc, en fait, la dimension du social seller, en fait, c'est un facilitateur figital. C'est-à-dire qu'il va arriver, grâce à sa pratique, à associer les deux. Et j'insisterai un petit peu sur certains points. Je te remercie. Alors, j'en profite parce qu'il est sur scène pour que vous applaudissiez bien fort Monsieur Pascal Brault. Pascal Brault, sans qui rien ne serait passé, en fait. Hein. Enfin, sans Loïc, rien avant, mais sans toi, ici même, je peux me rappeler, il y a 6 ans, qu'on disait à la CCI, ça serait bien de se renseigner sur TikTok. Alors pourquoi ça, en fait, c'est vraiment une question simple, en fait, que les gens me posent, disent, on peut très très bien imaginer la relation commerciale avant. Une relation, c'était quoi? C'était, on n'avait que le physique et toute sa relation commerciale pouvait se faire à travers simplement le couteau. Mais ça, c'était avant. Bien entendu, il y a encore des activités qui n'ont pas besoin du digital ou avec une très 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 fine importance. Certaines activités dans certains business, peut-être certains lèveront la main en disant, moi, j'ai une activité encore assez traditionnelle et très très peu de mon activité, en fait, a besoin de digital. D'autres, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que leur relation peut se faire intégralement dans le domaine digital. Je prends des exemples de pure players de l'Internet, il n'y a pas de vendeur. Mais toute la question qui va se poser, c'est que nous sommes des vendeurs et donc nous sommes des social sellers si nous sommes sur ces réseaux. Et l'important, ça va être effectivement de faciliter les ponts, les passerelles entre le digital et le physique et le digital. Parmi vous, il y en a qui, pour la première fois, vont rencontrer certaines personnes, moi y compris. C'est-à-dire qu'ils m'auront vu pour la première fois ici en chair et en os. La question, c'est est-ce qu'on va se revoir? Et si on se revoit, peut-être qu'on va entretenir une relation à travers les réseaux sociaux. Inversement, les personnes que j'ai rencontrées, et j'ai des centaines de personnes que j'ai pu rencontrer à travers les réseaux sociaux, que j'ai pu rencontrer dans la vie réelle après. Donc ça, c'est fondamental de penser ça et de croire ça. J'ai 2 conseils à vous donner sur cette partie. Et les fameux C, c'est la convergence. On oublie souvent, c'est qu'on peut très très bien manger avec un couteau, on peut très très bien manger avec une fourchette. Et c'est bien quand on mange avec les deux, mais c'est bien quand on arrive à manger ensemble, avec les outils ensemble. J'entends par là, c'est que vous pouvez être sur un salon professionnel. Est-ce que vous avez le réflexe de dire « Ah, monsieur le client, appelons-le monsieur Durand, ça serait bien que par exemple on puisse se revoir. Est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Si vous êtes sur LinkedIn, est-ce que vous permettez qu'on se connecte ?» Donc c'est le réflexe par exemple de sortir son téléphone et d'utiliser ce moyen pour rester en contact. Moi, ça m'arrive par exemple de le faire sur un salon et quelques jours après, de reprendre contact avec cette personne en disant j'ai été heureux de vous rencontrer sur ce salon et sur ce salon, écoutez, voilà ce qui s'est passé. À vous d'imaginer le reste. D'accord? Donc l'intérêt, c'est la complémentarité en fait des 2 sphères. Ne pas opposer l'un et l'autre. Et ne pas opposer l'un et l'autre, c'est super important, notamment pour la congruence. C'est un mot bizarre, hein. Certains me disent c'est quoi la congruence? Vous avez l'authenticité, vous avez ce qu'on appelle l'alignement. Marine Bonny, juste avant, parlait de stratégie. C'est la même si vous êtes sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle. L'important dans la congruence, c'est j'ai une stratégie, je l'applique et ce que je suis et ce que je fais sont alignés. D'accord? C'est ça la congruence. Donc si je rencontre quelqu'un dans la vie réelle et que je le retrouve dans les réseaux sociaux ou inversement, je vais être le même. Il n'y a pas d'avatar ou de double digital. Excusez-moi. La deuxième partie,
Et cette deuxième règle de platine qui est essentielle, c'est de choisir son camp entre un coup d'un soir et une belle histoire. En tout cas, une vraie belle histoire qui dure. Choisir son camp, en fait, c'est soit avoir une approche purement transactionnelle. Je suis sur les réseaux sociaux pour avoir une approche c'est maintenant et tout de suite, je veux vendre tout de suite, je suis impatient. Ou avoir une approche relationnelle. Et l'approche relationnelle, ça prend du temps. D'accord? Comme une belle histoire. Alors, on va imaginer un espèce de comparatif et de combat entre ce que j'appelle le hard social seller. Vous avez pu remarquer que la dimension sociale disparaît. Quand vous enlevez social à hard social seller, ça fait un hard seller. Alors, c'est con à dire, mais c'est celui qui vous envoie un mail alors qu'il ne vous connaît pas, qui ne sait pas quel est votre besoin, mais il sait déjà qu'il, enfin, entre guillemets, lui, son sport préféré, c'est d'arriver à vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin et peut-être vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir. Et puis, le social seller qui va avoir une approche différente. Et pour ça, en fait, il y a 5-6 ans de ça, à partir de 5-6 ans de ça, et particulièrement sur la période du Covid, j'ai étudié les pratiques différentes entre les deux. Alors, très rapidement, quand vous opposez slow et hard, c'est aussi des danses, hein. D'ailleurs, les hard rockers font de très très beaux slow. Si on prend les pratiques, les sollicitations commerciales sont totalement différentes. L'usage de l'automatisation est complètement opposé. Les démarches de prospection sont divinement différentes. Si on est en social selling, on va mettre plus d'importance sur les contenus puisque on apporte plus de la valeur, alors que dans les hard social sellers, on va plutôt être sur une stratégie de on pense à soi et on envoie ce qu'on a à soi. Marine le disait tout à l'heure, si vous êtes centré sur vous, bah c'est la question qui est centrée plutôt sur le client en slow social seller ou centré sur le produit. Vous êtes plutôt sur le hard social seller. On est plutôt dans une conception de la vente qui est plutôt coopérative et durable, plutôt que compétitive et plutôt en one shot. Le code d'honneur, moi j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que la vente est un très beau métier. À partir du moment où on le fait avec intégrité. Donc pour ma part, le code d'honneur est très fort sur le social seller. Comment voulez-vous respecter quelqu'un dans la vraie vie si vous ne le respectez pas sur les réseaux sociaux? Posez-vous cette question. Et l'intérêt pour la relation client, c'est de la satisfaction long terme plutôt qu'une forme de satisfaction nulle. En fait, c'est sa propre satisfaction de vendre sans lendemain. Ah, ça s'appelle un coup d'un soir. Les croyances et les valeurs du social seller, j'insiste sur ce terme de croyance. On a tous un pourquoi et une raison d'être, mais plus généralement, on a des valeurs un peu universelles que moi j'affirme et j'assume notamment. Le social seller, par exemple, prend le temps de bâtir une relation. Il respecte les humains, il respecte les clients. Il va respecter sa mission de vendeur. Il aime le partage et les conversations. Je pense que c'est pas moi qui le dis, c'est un très vieux document qui s'appelle le Manifeste des évidences. Le Manifeste des évidences, c'est 1999, américain, qui s'appelle le Clutron Manifesto, qui parlait des 95 thèses de l'avènement en fait des réseaux sociaux dans le monde. Donc c'est très visionnaire et qui disait notamment les marchés sont des conversations. Et je pense que vous aurez compris que l'important c'est pas d'aller sur un site internet, d'aller sur un réseau social, de publier et ne pas interagir avec sa communauté. Ok, donc ça c'est très important. Et enfin, il est reconnaissable. C'est-à-dire que les études que j'ai pu faire sur des dizaines de profils, on reconnaît très bien des profils de social seller, de la même manière qu'on reconnaît très bien les profils de hard social seller. C'est pas l'heure encore, Loïc. Hein. Social seller de 6 mètres aussi. Hein. Je fais ma dernière partie pour respecter le time de Monsieur Simon. Elle est très importante, cette troisième partie, parce que vous allez voir la différence fondamentale dans l'approche du social selling de certains avec d'autres. Il ne faut pas limiter ta vision à la recherche de clients. La plupart des gens, quand ils vont qui font du social selling, ils sont dans la partie du haut, ils vont dire cette chose-là.
La plupart des social sellers pensent prospection et se limitent au cycle de vente. Ça pourrait être logique quelque part, puisqu'on est des vendeurs. Cycle de vente, vendeur. Non, le social seller, il a une vision beaucoup plus large. Il pense fidélisation, il pense recommandation, et il élargit donc sa vision à l'expérience client. Alors ça parlera à ceux qui font du marketing, c'est d'avoir une démarche hybride et de penser à cette frise. Quand vous regardez cette frise, vous avez très bien compris que la plupart des gens qui font du social selling, en fait, comme ils raisonnent cycle de vente, ils sont dans la partie bleue. S'ils raisonnent dans la partie bleue, c'est logique qu'ils pensent prospection, puisque c'est la porte d'entrée du bleu. Et la porte de sortie du bleu, c'est paiement, c'est-à-dire quand ils ont conclu la vente. À partir du moment où ils ont conclu la vente, vente est faite, point barre, c'est fini. Pour moi, j'ai une autre conception de la vente. J'ai une conception de la vente qui va intégrer un parcours d'achat. Si je réponds à un besoin, quel va être mon intérêt? C'est de voir si j'ai satisfait ce besoin. Et si je vais plus loin, je vais aller plus loin en intégrant une notoriété. Et inversement, plutôt après-vente, m'intéresser à savoir si les clients sont fidèles et si même ils sont affects de la marque, comment ils vont pouvoir être mes ambassadeurs et recommander ma marque. Ça, c'est important de le penser. Alors pour finir, je vais prendre 2 exemples et 2 leviers, puisque j'ai un temps limité, mais c'est un peu comme une vitrine. Ceux qui seront intéressés pourront rentrer dans le magasin pour me poser des questions sur la suite. Il y a plein d'autres leviers. Le premier exemple, c'est un petit clin d'œil. Vous voyez la frise. L'important, c'est la notoriété et la naissance du besoin. Notre cerveau est fait de telle manière, en fait, que nous associons des idées et nous associons des connexions. Quand on pense à son boulanger, parce qu'on a déjà été chez son boulanger, on pense à ce boulanger et on associe des images. Là, l'exemple que je vais vous donner, en fait, c'est un exemple que j'ai imaginé, qui est un clin d'œil pour quelqu'un. Je souhaite que mon espace étriqué soit transformé en coin intimiste et confortable pour la lecture. Ah, je me souviens de cette entreprise angevine, Créative Mobilier, c'est une publication de Zoébé. Vous voyez comment l'association des images nous amène à penser à la notoriété. Je pense même avant la naissance de mon besoin, puisque je l'ai déjà ancré. Et à la naissance de mon besoin, la recherche d'informations va se faire beaucoup plus vite. Et je vais rentrer dans le cycle de vente. Et voilà, c'est le client qui rentre dans le cycle de vente. Ce n'est pas le vendeur qui fait l'inverse. Ça, c'est mon premier et dernier exemple qui sera le deuxième levier, qui est les stimulus de la communauté. Donc là, c'est un autre exemple qui est complètement inversé, c'est-à-dire que je vais utiliser moi-même en tant qu'entreprise ou moi-même en tant que solo entrepreneur la fidélité et l'affect de certains clients que je vais prendre au bout de ce schéma et je vais m'en servir du coup pour rallier d'autres personnes. Donc mon exemple client, c'est un client se renseignant tombe sur une vidéo témoignage d'un utilisateur fidèle très satisfait de la qualité de produits et services. C'est une entreprise B2B, c'est la société Victor Revêtement. Un petit tour sur le profil LinkedIn de Victor M confirme sa recherche d'informations. Là, j'ai un cycle vertueux en fait qui se crée. C'est pas du hors social selling, hein. On est vraiment dans une démarche beaucoup plus durable. Forcément, ça demande beaucoup plus de temps. Et pour conclure, ma vision et ma définition du social selling, en fait, c'est l'art et la bonne manière, en tout cas l'art et la manière, de rendre fidèles vos prospects par l'usage des réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre écoute.